Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Tu le sais peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que le Café du Market y participe encore cette année. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'inviter Augustin Courtier, qui est le fondateur de l'association Latitude, que tu vas pouvoir découvrir dès maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier parce que pour la deuxième année consécutive, le podcast participe au Podcaston, qui est un événement qui permet de mettre en valeur le travail quotidien des associations. De mon côté, le Café du Market reçoit aujourd'hui Augustin Courtier, qui est cofondateur de Latitude et qui va venir nous présenter justement un petit peu ce qu'il fait avec son asso. Bonjour Augustin. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Parce que c'est un format pour le coup qui va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, et puis ça permet aussi de mettre en avant pour le coup des actions qui ont une vraie valeur pour la communauté, donc c'est très cool de t'avoir sur le podcast. Ouais, c'est un plaisir et j'espère qu'on arrivera aussi à faire le lien un peu avec les sujets market pour être d'autant plus intéressant pour ta communauté. Ouais, c'est vrai que je sais que tu as quelques actions en plus qui sont sympas, donc on en profitera pour en parler. Et puis vous avez des enjeux en tant qu'association qui sont aussi des enjeux différents, mais tu as des enjeux de communication qui sont aussi importants, Effectivement. que ce soit pour faire vivre ton asso ou pour trouver des bénévoles, donc c'est très cool et on en parlera aussi. Juste avant peut-être du coup qu'on rentre là-dedans, est-ce que tu peux déjà te présenter toi, s'il te plaît, en quelques mots? Oui, donc de mon côté, Augustin Courtier, j'ai 30 ans. Je suis ingénieur en informatique de formation et à la fin de mes études, en fait, avec deux amis, on a cofondé ensemble une association qui s'appelle Latitude. On est maintenant 14 salariés et 500 bénévoles partout en France et je le détaillerai après, mais en bref, notre mission, c'est de mobiliser les acteurs du numérique sur les questions sociales ou environnementales. Et à côté de cette association, je m'intéresse un peu au sujet de philanthropie et de mécénat à titre personnel et je m'intéresse aussi à l'agriculture, puisque mon frère a repris la ferme de la famille et c'est un sujet qui m'intéresse de loin. Donc, sans y être moi, je suis, on va dire, ce sujet de loin. Ouais, effectivement, de l'agriculture à l'ingénierie, t'as quand même fait un petit ingénierie informatique, t'as quand même fait un petit gap qui est intéressant, quoi. Tu le disais, du coup, vous avez cofondé Latitude directement post-études, en fait? Oui, c'est ça. En fait, c'est un projet qu'on a même créé quand on était étudiants et étudiantes, qui partait de notre vécu. En fait, c'est qu'on nous formait à des compétences en informatique, mais en abordant trop peu à notre goût les questions sociales et environnementales qui étaient reliées. Et donc, on a commencé, à côté de notre cursus, finalement, à s'intéresser à ces sujets-là. Et de fil en aiguille, voyant que le sujet parlait à nos amis, à nos profs, on s'est dit qu'on voulait le porter à temps plein. Et on a eu la chance d'avoir une filière entrepreneuriat dans notre école qui accompagnait les élèves entrepreneurs. Et on a pu, du coup, se lancer directement après les études. Ok, super intéressant. Et du coup, alors, est-ce que tu peux présenter un petit peu l'association plus en profondeur, on va dire, et puis vos missions, du coup? Oui. En fait, au sein de l'association Latitude, ce qui a été l'étincelle créatrice, on va dire, et ce qui continue de nous animer, c'est deux questions. La première, c'est la question de la finalité des nouvelles technologies, et en particulier du numérique. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce potentiel pour répondre à des défis sociaux et environnementaux? Mhm. Et d'un autre côté, c'est la question de comment est-ce qu'on développe des technologies plus responsables. Et donc de pas être techno-BA, mais aussi se poser la question des externalités négatives du numérique pour se dire comment est-ce qu'on peut développer des technologies qui soient respectueuses des humains, de notre environnement, etc. Et donc depuis 7 ans, depuis 2017, avec l'association, on déploie différentes actions, notamment de sensibilisation et d'engagement citoyen, qui permettent à des professionnels du numérique ou des futurs professionnels du numérique de découvrir ces sujets, de développer leur esprit critique et, on l'espère, de contribuer à créer un numérique qui soit plus engagé et plus responsable. T'as des exemples un peu concrets de thématiques sur lesquelles vous abordez ce que tu appelles effectivement ces engagements, ou les externalités négatives que ça peut avoir? Oui, tout à fait. Chemin faisant, on a catégorisé notre action en 6 causes, 6 thématiques en quelque sorte. Euh, pour les citer rapidement, il y a l'engagement citoyen. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique dans un objectif citoyen d'engagement sur des sociétés. Le sujet de la sobriété numérique. Comment est-ce qu'on peut mieux maîtriser, on va dire l'impact environnemental du numérique, qui soit énergétique, mais aussi en termes de matériaux, de matières premières, de consommation d'eau, etc.
Le sujet de l'accessibilité numérique, donc prendre conscience qu'on n'est pas tous égaux face au numérique, qu'il y a des personnes en situation de handicap qui n'ont pas forcément accès de la même manière aux outils qu'on utilise au quotidien, d'autres personnes qui n'ont pas forcément les bonnes compétences, etc. Le sujet de la diversité dans le numérique, euh, le sujet du respect de l'humain. Donc derrière cette thématique, on met tout l'impact du numérique sur notre santé. En particulier, on parle de sujets comme l'addiction aux écrans, le bien-être sur les réseaux sociaux, et j'en passe. Et enfin, le sujet de la citoyenneté, qui est un peu on va dire notre thématique, un peu fourre-tout à la fin. Il en fallait une dernière pour conclure, mais dans laquelle en fait on réfléchit à tout l'impact du numérique sur la façon dont on fait société. Donc on va parler de fake news, de données personnelles sur Internet. On va parler de modèle économique du numérique. On va parler de biais des algorithmes. Voilà, plein de sujets qui sont liés à ça. Ça, c'est un peu les thématiques qu'on mène. Et après, comme je le disais, on a deux formats d'action principaux. Le Mhm. premier, c'est la sensibilisation. Et je pourrais détailler peut-être après, mais on crée des ateliers de sensibilisation qui vont du collège jusqu'au monde professionnel pour faire découvrir ces thématiques et faire en sorte que les personnes s'interrogent sur leur propre rapport au numérique. Et pour déployer ces ateliers, en fait, on forme des bénévoles partout en France. Et la deuxième typologie d'action, c'est ce qu'on appelle nos programmes d'engagement citoyen. On va vraiment chercher à mobiliser des compétences numériques, notamment du marketing digital, mais pas que, pour aider des assos, des entreprises sociales, des projets qui ont une finalité positive et qui ont besoin de ces compétences pour déployer leurs actions. Ok, très cool. Ouais, ce serait intéressant effectivement d'autant qu'il y a quelque chose qui pourrait potentiellement aussi intéresser dans l'audience. Donc, il faudrait que tu détailles un petit peu ces deux types d'actions différentes. Mais tu vois, c'est vrai qu'on le voit particulièrement. Enfin, je pense au sujet de sensibilisation, mais tu vois, ne serait-ce que sur la consommation énergétique du numérique. Enfin, tu vois, c'est des choses, je trouve, effectivement, on n'a pas forcément toujours conscience de ce que ça implique. Enfin, on multiplie vite les outils numériques. On voit aussi la vitesse à laquelle on peut changer les hardware. Enfin, tu vois, les Ouais, téléphones, les ordi et tous ces trucs-là à renouveler. Enfin, moi je me rappelle, je vais faire le vieux, mais quand on était plus jeune, tu vois, on avait ce système de points, tu sais, qui est consommé pour les téléphones t'es où du coup, bah, tous les 2 ans, en fait, t'étais poussé à mmh, changer ton téléphone parce que c'était le moment, quoi. Puis en fait, on en avait moins conscience. Alors aujourd'hui, le temps a un peu passé, puis c'est des choses quand même où on commence à être un peu éduqué dessus. Et puis même maintenant, moi c'est pareil, j'ai 2 enfants j'ai des jumeaux qui ont 4 ans et demi. Donc, tu vois, ces problèmes d'addiction aux écrans, de comment est-ce que tu l'introduis petit à petit dans leur quotidien, bah, tu vois, c'est quelque chose qu'on a vachement surveillé parce que on l'a vu aussi par ailleurs sur des enfants. T'en croises en poussette avec les téléphones portables, quoi. Et t'as des choses qui sont un peu aberrantes par rapport à ça, quoi. Et tu vois ouais. vraiment l'effet sur les gamins, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que nous, on s'intéresse de plus en plus à tous ces sujets et on découvre plein de statistiques, de faits qui sont vraiment marquants. D'ailleurs, si tu veux, on peut faire un petit jeu qu'on fait dans nos ateliers de sensibilisation sur le sujet de la sobriété numérique. À ton avis, qu'est-ce qui a le plus fort impact environnemental? Est-ce que ce sont plutôt les terminaux qu'on utilise, donc ordinateur, téléphone, écran, télé, les data centers? Ou troisième option, les infrastructures numériques, donc antennes, etc., câbles. Mais le plus fort impact environnemental Ouais, entre les trois, ouais, merde, du coup, parce que je cherche le piège et puis à pas passer pour un idiot. Non, mais bah, j'aurais envie de te dire les terminaux, quoi. De toute ouais, c'est façon, quand on ça, les renouvelle et tout, mais exactement. C'est effectivement une question un peu piège, désolé d'avoir voulu jouer, mais pas de souci. Écoute, j'ai trouvé la t'as eu bonne la bonne réponse, donc réponse. ça va. En fait, souvent, on a un peu dans notre imaginaire le côté data center parce Ouais. on nous martèle beaucoup que les vidéos, ça consomme beaucoup de bandes passantes, qu'il faut supprimer ses mails, etc. Et en fait, quand on parle d'impact environnemental, on parle pas juste de consommation de données ni de flux, on parle aussi de voilà on va dire la matière qui est aussi nécessaire à Ouais. construire tout ce qui fait le numérique. Ouais, t'as Et selon les l'extraction, t'as hypothèses, toute voilà exactement. ouais, ouais. Selon les hypothèses, c'est entre 70-80% de l'impact environnemental du numérique, il est vraiment dans les terminaux qu'on utilise. Et donc, c'est vrai que si on a une mesure à prendre à notre échelle pour réduire notre impact, c'est vraiment comme tu le disais, de renouveler moins souvent son téléphone, d'acheter reconditionner si on peut, de recycler ou revendre quand on arrête de l'utiliser. OK. Bon, c'est vrai qu'après, je suis pas cool avec toi, je triche un peu parce que j'ai une formation environnementale quand même de base. Donc, voilà. Bon, Effectivement, bref. je suis pris en Euh, défaut. du coup, des actions de sensibilisation, comme tu l'as dit, donc dans les écoles, enfin dans les écoles et puis chez les professionnels aussi. Parce que c'est vrai qu'enfin, tu vois, par exemple, je pense que dans ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui sont du monde de la tech.
tu as start-up et tout. Et c'est des écosystèmes aussi que vous allez sensibiliser sur ces enjeux-là. Parce que c'est vrai Oui, c'est que, tu vois, ça. ne serait-ce que sur le matériel informatique, dans les entreprises, ça doit vachement tourner aussi, quoi. Oui. Pour parler de nos publics cibles principaux, on a un atelier dans les collèges et lycées qui s'appelle Future of Tech, où le but c'est de, à travers un jeu de cartes et une série de mini-jeux, on simule en fait la création d'une application numérique. Et par ce biais-là, chaque mini-jeu permet de découvrir un métier du numérique et l'enjeu de société associé. Par exemple, au moment de découvrir le métier de chef de projet, on découvre un mini-jeu où on doit créer son équipe projet avec différents profils et on introduit les enjeux de diversité dans le numérique. Ou alors ensuite on va faire les maquettes de l'application, on découvre le métier de designer et l'enjeu d'accessibilité numérique. L'idée c'est vraiment de remettre les métiers dans un contexte social, environnemental. Ça c'est dans les collèges et lycées. Et après effectivement notre ancrage historique et le plus important, il est dans l'enseignement supérieur. On travaille avec une centaine d'établissements du supérieur, donc des écoles, des universités, des formations, on va dire nouvelles formations en quelques mois. Euh, et notre but, c'est vraiment d'aider à faire évoluer la manière dont on enseigne le numérique pour que les élèves puissent avoir accès à de la sensibilisation, des cours et, on l'espère, des parcours professionnels où ils vont pouvoir s'engager dans la durée euh, pour mettre leurs compétences au service des causes qui leur tiennent à cœur. Ok, très cool. C'est vachement intéressant. Et du coup, tu l'as dit, le deuxième type d'action que vous menez, c'est au final, enfin, c'est pas du bénévolat, mais en tout cas, tu l'as dit, c'est du soutien auprès d'autres assos, au final, pour mettre à leur disposition des compétences d'experts du numérique pour les aider justement à développer un peu je dirais pas leur attractivité, mais peut-être leur visibilité, enfin, leurs différents enjeux, en fait. Oui, c'est ça. Ça peut être du bénévolat, du mécénat de compétences, des stages, des emplois, etc. En fait, notre objectif, c'est que les personnes qui ont des compétences numériques s'interrogent sur à quoi j'ai envie d'utiliser mes compétences et dans l'idéal, décide de les appliquer à des sujets où il y a besoin de ces compétences-là pour répondre à des défis socio-environnementaux. Et donc, concrètement, ce qu'on fait, notamment, on travaille beaucoup avec l'enseignement supérieur pour que les projets d'études que les élèves font pour monter en compétences, ce soit en fait pour des assos, pour des projets engagés, ce qui permet en fait de créer un cercle vertueux où on a à la fois des élèves qui montent en compétences sur des projets qui sont intéressants et en plus qui contribuent qui leur permet de s'engager sur des causes qui leur tiennent à cœur tout en venant en aide à des structures concrètes. Donc, on a chaque année, on fait des appels à projets pour que des assos bénéficient de ce travail d'étudiants. Et on a aussi un programme qui s'appelle l'Open Data University, où là, pour le coup, en fait, on récolte un peu, on identifie des données en ligne qui sont publiées par des ministères, des assos, des entreprises, et on essaie de voir quels projets on peut faire autour de ces données-là. Par exemple, l'an dernier, on avait des projets autour de la crise énergétique et on avait identifié des données publiées par EDF, Enedis, RTE, et en fait on faisait travailler des élèves sur ces données qui sont publiques. On fait ça dans l'enseignement supérieur et dans le monde professionnel. C'est là où il y a aussi un lien avec ta communauté. C'est que on permet aux associations qui ont besoin d'aide sur des sujets de numérique, digital, de en fait nous transmettre, de nous partager leurs questions. Il y a un formulaire où voilà, elles peuvent nous poser leurs questions. On publie ces questions dans notre communauté de bénévoles. Et lorsqu'un bénévole pense pouvoir répondre à une question qui est posée, on met en lien pour un échange d'une heure. La promesse, c'est l'appel à un ami. C'est une heure d'échange pour répondre à ta question, te guider vers les bonnes ressources. Et si jamais la magie prend, bah, potentiellement aller plus loin. Mais en tout cas, la promesse, c'est cet appel à un ami. Ok, et donc ça, potentiellement, du coup, c'est là que c'est intéressant, c'est que tu me disais qu'il y avait pas mal de questions, de sujets un peu marketing digital. Donc potentiellement, c'est quelque chose sur lequel vous pourriez avoir besoin de bénévoles s'il y a des gens qui sont prêts à donner une heure comme ça pour répondre un peu aux questions de différentes associations, selon aussi les affinités, on va dire, des causes, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. On a vraiment beaucoup de questions sur tout ce qui est ce qu'on appelle marketing digital. On a des questions sur d'autres sujets, mais effectivement beaucoup de demandes parce que c'est aussi souvent la porte d'entrée vers les sujets de numérique. Finalement, la présence en Mm. ligne, comment faire connaître mon action auprès de bénévoles, auprès de financeurs, etc. Par exemple, il y a quelques semaines, on a eu une demande de Marie-Ange qui a une asso qui s'appelle Consciento, qui travaille sur la réinsertion d'anciennes personnes qui ont été en situation de détention et Ok. qui se demandaient comment toucher un public plus large, comment se positionner par rapport aux sollicitations médias qu'elle peut recevoir, euh, comment avoir une stratégie qui permet de toucher à la fois les anciens détenus et les tribunaux. Enfin voilà, plein de questions en fait de positionnement marketing finalement
auquel elle voulait qu'elle voulait partager avec un expert ou une experte. Ouais, c'est vrai que du coup, quand on dit des sujets marketing, ça fait. Quand tu sors des fois un petit peu du spectre, tu vois, des marketeurs, tout de suite, enfin, quand on parle marketing, on a un peu cet aspect négatif, tu vois, cette connotation négative dans le sens où on essaie de vendre quelque chose. Et j'imagine que le marketing, c'est pas forcément le thème que vont employer les associations. On va plutôt parler de communication ou de sujets comme ça, mais à la fin, les problématiques sont les mêmes. On va dire entre guillemets, donc il y a des compétences à aider. Et d'ailleurs, si je sais pas, si t'as un lien, si t'as un formulaire ou un truc comme ça pour les gens qui seraient intéressés potentiellement de donner un petit peu de leur temps pour les assos, je sais qu'en plus il y a des boîtes, tu vois, qui même ritualisent ça maintenant des fois un jour par mois ou des choses comme ça. Du coup, on mettra un lien en description pour ceux qui veulent vous trouver. Parfait, oui. On a un lien avec un processus d'inscription assez clair normalement où les bénévoles partagent leurs compétences et on les sollicite sur des besoins qui correspondent à leurs compétences. Ok, très cool. Bah écoute, l'appel est lancé. En tout cas, s'il y a des gens qui écoutent et puis qui veulent participer, on leur mettra le lien. Du coup, on va rentrer aussi un petit peu, ben, on en parlait avec les sujets market des assos. J'allais dire au final, au même titre que les entreprises qui vont chercher à attirer des clients, vous devez mener tout un tas d'actions de communication aussi pour attirer bah, à la fois des bénévoles, en passant des messages comme on vient de le faire là, et puis aussi pour faire connaître vos actions, trouver des fonds, des financements, des choses comme ça. J'allais dire, c'est quoi les enjeux de com du coup d'une asso? Et puis comment est-ce que vous vous y prenez? Comment est-ce que vous abordez ce sujet-là? Ils peuvent être multiples. Effectivement, tu as cité recherche de bénévoles, recherche de financement, valoriser les actions auprès de partenaires, faire du plaidoyer aussi auprès d'institutions publiques pour faire valoir une action ou des idées plus sur le champ politique, on va dire, ou institutionnel. Nous, de notre côté, les enjeux principaux par rapport à la communication, c'est premièrement recruter des bénévoles. Mhm. Et parce que notre mode de déploiement s'appuie beaucoup sur le bénévolat et sur la mobilisation bénévole, donc c'est un gros enjeu pour nous. On a eu 500 bénévoles actifs en 2023, pour donner un chiffre. Ok. Le deuxième, c'est de communiquer auprès de nos bénéficiaires. Donc, je pense aux collèges, lycées, aux établissements du supérieur. En fait, c'est faire connaître notre action, qui, en fait, pour beaucoup de ces structures-là, est gratuit. Pour les collèges et lycées, c'est gratuit. Pour les établissements du supérieur, on a des actions, enfin, on a des formats qui sont accessibles gratuitement. Et en fait, c'est de les faire connaître pour qu'ils puissent profiter de ces actions qui sont à leur disposition. Euh, et le troisième, c'est le sujet on va dire, la crédibilité et notoriété de l'association pour à la fois des sujets de financement ou voilà, de aussi inspirer des gens qui travaillent dans la tech qui peuvent nous suivre et donc essayer de leur partager notre message. Euh, Ok. Ça, c'est nos enjeux principaux chez Latitude. Ouais. Et t'as deux, trois exemples de campagnes du coup un peu marquantes ou d'actions sympas que vous avez pu mener justement sur ce terrain-là. Ouais. Bah alors on en a une en ce moment, donc je peux en parler très bien, c'est qu'on a notre campagne de recrutement de bénévoles 2024 qui est ouverte. On cherche à recruter 400 bénévoles sur le début de l'année. Et donc sur un mois, on a fait une campagne où en fait un de nos plus gros atouts, c'est notre communauté. Ok. Là-dessus, n'existerait pas sans ces bénévoles, sans voilà les entreprises, les établissements du supérieur qui nous suivent et qui participent à nos actions. Et du coup, on a créé une campagne de mobilisation où en fait, on leur a donné la parole et on s'est mis un peu à leur service pour qu'ils valorisent leur engagement au sein de la communauté, parce que c'est aussi eux qui en parlent le mieux de l'engagement. Et donc, on leur proposait en fait on avait créé un petit template où ils pouvaient nous partager une photo. On faisait un peu une photo avec la patte, l'identité de l'attitude, et ils pouvaient Mhm. ensuite la repartager sur les réseaux pour valoriser leur engagement avec un petit mot personnel sur quel était leur super pouvoir et l'engagement qu'ils avaient au sein de l'asso pour faire connaître notre action auprès de leur communauté à eux. Parce que s'ils s'engagent pour nous, il est probable qu'ils connaissent des gens qui peuvent être intéressés aussi par ce qu'on fait. Et donc là, pour donner un chiffre, on est à 300 inscriptions à nos formations de février, donc qui démarrent là demain et lundi. Donc vraiment objectif atteint sur cette campagne. Une autre un peu marrante qu'on a pu faire, c'était en 2021, donc ça commence à dater, c'est il y a 2 ans. On a des skippers qui participaient à la Transat Jacques Vabre, qui est une régate, Ouais. enfin qui est une course au large, plus qu'une régate, une course au large entre Le Havre et la Martinique, qui nous ont contactés sur Facebook en disant ah bah il nous reste de la place sur nos voiles pour mettre en avant une asso, on aimerait bien mettre en avant votre association, est-ce qu'on monterait pas une opération ensemble? Et on a monté une opération où en fait c'était à peu près la même période, donc c'était aussi sur une campagne de recherche de bénévoles,
eux, ils parcouraient 4600 milles nautiques à la voile entre Le Havre et la Martinique. Et pendant ce temps-là, notre mission, c'était de trouver 4600 heures de bénévolat pour l'année suivante auprès de notre communauté. On a atteint les 5800, je crois, de mémoire. Ok. C'était voilà, ça a permis de lier un peu l'aventure inspirante de ces skippers avec nos enjeux de recrutement de bénévoles. Très cool, ouais. Puis c'est vrai qu'en plus, du coup, donc là, t'as eu une action un petit peu opportuniste, on va dire. Je pense que c'est aussi ça, finalement, enfin, dans les associations, t'as pas mal de concours ou de sollicitations parfois qui peuvent venir un petit peu extérieures, et puis il faut aussi savoir saisir les bonnes opportunités au final, qui quand elles se présentent, quoi. Et Oui, il y du en a coup, beaucoup. là, Ouais. sur ce relais Jacques Vabre, enfin, sur cette course, du coup, t'as des super contenus en plus pour tes réseaux sociaux, j'imagine, sur une OP comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis ça a aussi refait la déco des bureaux avec des photos de bateaux qui traversent l'Atlantique, donc forcément, Très forcément cool. ça a été utilisé maintes et maintes fois sur nos cartes de vœux aussi. Enfin bref, ça crée beaucoup de contenu. Et Ouais. effectivement, pour rebondir, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens enfin de personnes, qu'elles soient morales ou physiques d'ailleurs, qui cherchent quand même à mettre leur expertise, leur réseau au service d'assaut. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités voilà d'être accompagné sur ce type de sujet. Autre exemple de fin d'année là, on a gagné un hackathon avec M6 Publicité Ouais. et on a du coup gagné la création et la publication, la diffusion d'un spot publicitaire sur un de nos programmes sur les chaînes du groupe M6 à hauteur de voilà 100 000 euros de budget de diffusion. Ok. Et on a pu le faire sur Énorme. Ouais. notre atelier dans les collèges et lycées justement pour le faire connaître et faire en sorte que des établissements sollicitent notre atelier de sensibilisation. Ok, bah ça c'est, oui, effectivement, tu vois, typiquement, on est bon, c'est un concours, donc vous l'avez gagné, quoi, et puis fallait le préparer. Mais du coup, effectivement, t'as bénéficié d'une belle campagne télé, et encore une fois, c'est un petit peu opportuniste parce que tu t'es intéressé aussi au final aux différentes opérations qui existaient. Oui, c'est sûr. Ok, très cool. J'allais dire l'autre enjeu d'une association, parce que t'as beaucoup parlé de bénévoles au final, et puis de faire connaître vos actions aussi auprès de ceux qui sont le public cible au final, et qui pourraient en bénéficier, c'est de trouver des fonds. Aussi pour fonctionner. Comment est-ce que ça se passe pour vous? Comment est-ce que vous êtes financé? Comment est-ce que on fait tourner une association? Alors, il y a plein de manières différentes de faire tourner une asso, même des assos qui fonctionnent avec très peu, voire pas de budget, voire pas de compte en banque. Nous, en ce qui nous concerne, dès le début, l'objectif, c'était de créer une asso qui aurait des salariés pour vraiment se donner les moyens et le temps aussi de déployer une action terrain dans des établissements du supérieur, notamment au début et après plus largement. Ce qui fait qu'on a construit un modèle économique qui aujourd'hui est très hybride, c'est-à-dire qui repose sur trois sources de revenus principaux. Du mécénat, environ 50%, des subventions publiques, 25%, et des prestations, 25%. Et ça nous permet d'avoir un budget d'environ 900 000 euros sur l'année 2023. Ok, très cool. Et effectivement, tu dis du coup c'est un jeu entre des dons, des financements, et puis au final des prestations que vous avez quand même réussi à construire et au final à valoriser aussi financièrement pour faire tourner l'asso, quoi. Et ça a quand même de la valeur aussi au final. Oui, c'est ça. Bah, tout a de la valeur. Et c'est vrai que, en fait, pour schématiser, il y a une partie vraiment non lucrative dans l'asso qui est la principale, où on est financé uniquement par du mécénat et des subventions publiques. Et en fait, déployer ces programmes d'intérêt général, ça nous a fait créer une expertise qui finalement est valorisable d'un point de vue commercial. Et donc, on a cette poche de 25% qui valorise sous forme de prestation cette expertise. Et donc, au niveau structuration, en fait, on a une association, ce qu'on appelle sectorisée, c'est-à-dire qu'il y a une partie non lucrative et il y a un secteur commercial qui est fiscalisé comme une entreprise. Ok, très cool. Écoute, merci pour tout ça. Au final, tout ton partage d'expérience et puis cette transparence. Si j'allais dire, si t'avais un conseil que tu voudrais mettre en avant, que tu voudrais donner pour quelqu'un qui envisagerait de se lancer dans le milieu associatif, j'allais dire que ce soit peut-être enfin, dans un premier temps un engagement minime, mais après tout aussi qui voudrait lancer une association et passer par ton parcours, ce serait quoi au final que tu retiendrais? En fait, c'est bien réfléchir dès le départ. Le principal, c'est bien réfléchir à pourquoi on existe, c'est quoi notre raison d'être, notre intention, quel changement en fait on veut provoquer par notre action. Et après viendra le comment et quelles sont les actions qu'on peut mener. Parce que pour un même
voilà, il y a plein de moyens d'agir, que ce soit le plaidoyer, une action concrète de sensibilisation, une présence sur les réseaux sociaux uniquement, mais avec du contenu sourcé de qualité qui permet de faire bouger les décideurs et les décideuses, une action terrain d'accompagnement de bénéficiaires. Enfin voilà, il y a plein de modes d'action. Donc commencer par quel changement on veut voir advenir, et ensuite quels sont mes talents, mes ressources, et qu'est-ce qui me fait aussi plaisir à mener au quotidien. Ça permet ensuite de trouver le moyen d'action qui concilie les deux et qui permet on va dire, de cheminer dans la durée sur son action. Mais en fait, que ce soit une asso ou même une entreprise, il y a un adage qu'on a découvert qui est le statut ne fait pas la vertu. En soi, ce qui me paraît important, c'est vraiment de se dire quelles sont les causes qui me touchent aujourd'hui et qu'est-ce que je fais à mon échelle pour y répondre. Et, et après, il y a plein de modes d'action qui existent. C'est pas forcément créer une asso, ça peut être créer une asso, ça peut être créer une entreprise, enfin bref, il y a plein de moyens. Et après, voilà, faut trouver le bon moyen pour avoir l'effet qu'on veut avoir. Ouais, c'est vrai que tu le dis, on voit de plus en plus effectivement d'entreprises à impact qui ont un modèle, qui a un modèle économique d'entreprise, mais dont l'impact est au cœur du métier, enfin au cœur de la presta aussi, donc ça passe pas forcément par des formats associatifs, quoi. Ouais, c'est clair. J'avais écouté un podcast super inspirant de la fondatrice de Too Good To Go, justement sur le sujet, qui montrait que en fait son modèle économique et son impact étaient super liés. C'était le nombre de repas sauvés. En fait, le le mode de financement et l'impact sont reliés autour de cette métrique commune. Euh, Nous, c'est un peu moins le cas parce qu'en fait, vu qu'il y a des personnes qu'on sensibilise gratuitement et on est content de le faire et ça fait partie de notre mission, c'est pas tout à fait lié, mais effectivement, on peut vraiment se retrouver à lier les deux. Ouais, bah après c'est la différence aussi du coup effectivement entre une asso et une entreprise où bah du coup toi forcément t'as des financements publics et donc t'as cette partie de gratuité et d'action pour le bien commun. Enfin le modèle économique est un petit peu différent, mais bon effectivement comme tu le dis c'est aussi enfin c'est un choix de structuration. Après c'est la mission peut être portée après tout le why je dirais il est indépendant de la structuration de l'entreprise quoi. Ouais. Ou de l'association du coup. Très cool. Écoute, merci pour tout ça. Je vais te laisser le mot de la fin. Pour le coup, si tu veux en profiter pour faire passer le message que tu voudras, et puis bah, justement annoncer tes différents programmes, et tu as dit en plus tu es en campagne de recherche de bénévoles, donc vas-y, le champ est libre et je me tais pour une fois. Effectivement, comme je le disais dès le départ, et notre ressource la plus précieuse, ce sont les bénévoles et notre communauté qui s'engagent à nos côtés. Donc, on propose différents formats d'engagement bénévole chaque année qui vont de quelques heures à plusieurs jours par an. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se demandent comment est-ce qu'elles peuvent s'engager sur ces questions-là, je pense qu'on offre là-dessus, en tout cas, un terreau fertile pour à la fois nourrir ses réflexions et s'engager concrètement. Donc, ça peut être en se formant à l'animation de nos ateliers de sensibilisation dans les collèges-lycées, dans les universités ou autres, ou en étant un peu dans notre pool de bénévoles qu'on sollicite quand on a des assos qui nous contactent sur des sujets spécifiques, et auquel cas on vous mettra en lien si jamais vous pensez pouvoir aider des assos. C'est vraiment l'appel principal. Après, si vous connaissez des assos qui cherchent des accompagnements, on partagera le lien aussi. On a encore besoin de faire connaître nos accompagnements. Ok, très cool. Bah écoute, tous les liens effectivement pour accéder peut-être et vous contacter pour ces différents supports, on les mettra dans la description de l'épisode. Et si jamais d'ailleurs il y a besoin de te contacter, de te poser une question ou qu'on veut rentrer en contact avec Latitude, c'est mieux de le faire par quel canal? Soit sur notre site internet, il y a une adresse générique et on répond, c'est explore@latitude.cc. Ce sera le meilleur moyen. Ok, très cool. Ça marche. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout, Augustin. C'était très cool de t'avoir sur le podcast et de pouvoir découvrir aussi avec toi ce que faisait Latitude et vos différents enjeux. Et puis bah du coup, je te souhaite bon courage maintenant pour ta campagne. Et puis bah je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Axel, pour l'accueil. Voilà, cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que tu l'as apprécié et je t'encourage à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si tu en as la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Latitude. Et là aussi, cela se passe sur podcaston.org très facilement. Tu retrouves aussi dans la description tous les liens dont on a parlé dans l'épisode. On compte sur toi et merci pour ta fidélité au Café du Market.